Bouzdouza, une secoupe de béton plantée au sommet d'une montagne bulgare. Construite pour glorifier le parti communiste, elle devait incarner la force d'un monde nouveau. Aujourd'hui, c'est le symbole d'un régime effondré. Avec elle, c'est toute une architecture de pouvoir que les États ont laissé derrière. Un rêve de béton abandonné au vent de l'histoire. 1945, l'Europe est un champ de ruines. Des villes entières effacées, il faut reconstruire vite. À l'Est, sous l'influence soviétique, l'architecture devient une réponse, mais aussi un message. Le béton devient la matière d'un rêve collectif. Il porte les espoirs d'une société égalitaire, rationnelle, tournée vers l'avenir. Mais il devient aussi un langage de pouvoir, car dans l'ombre de la guerre froide, chaque immeuble est un manifeste. Il faut impressionner, affirmer la grandeur du régime. Aujourd'hui, il nous interroge. Entre rejet et fascination, ces blocs de béton continuent de nous parler. Et pour les comprendre, il faut écouter ceux qui les habitent encore. Bonjour, je m'appelle Samir Rouab. J'habite aux Espaces d'Abraxas depuis mai 89. Et quand j'avais 14 ans, quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas dit tout de suite waouh, je vais habiter un truc monumental, l'architecture grandiose, pas du tout. J'avais eu une enfance relativement compliquée. Et en mai 89, c'était la première fois que ma mère, ma sœur et moi avons vécu ensemble de manière définitive et continue. C'est la première fois que ma mère avait eu accès au logement social. Et donc juste avant, j'étais à la DAS et je voyais ma mère que le week-end. Je me suis rendu compte réellement de l'endroit où on vivait avec le côté architectural, le côté historique, le côté artistique, le côté notoriété. Je m'en suis rendu compte que quand on a fait la formation Suivez les guides en 2020. Et grâce à l'architecte qui était là, à l'urbaniste qui était la directrice du CAUE et la comédienne, ils nous ont fait revivre cet endroit comme si on ne l'avait jamais connu. Et c'est la première fois que j'ouvrais les yeux sur des choses qui étaient devant moi tous les jours, mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est vraiment, si tu veux, en septembre 2020 où je me suis vraiment rendu compte de l'endroit où je vis. Je m'appelle Liliana, j'ai 52 ans. Je suis née en Bulgarie en 1973. Je suis née à Plovdiv, mais j'ai grandi à Sofia, dans la capitale de la Bulgarie. J'ai grandi dans les blocs, comme on appelait ça. C'est des sortes de HLM soviétiques, façon soviétique, non, c'est des grands blocs en béton avec des immeubles, avec des appartements de 70 mètres carrés. On avait tous à peu près les mêmes appartements. Et c'est là où j'ai vraiment grandi à Sofia. À l'époque, c'était du réalisme socialiste, mais aujourd'hui, je sais que ça s'appelle du brutalisme. À peu près tout le monde habitait dans les mêmes immeubles, donc pour moi, c'était un lieu naturel presque. C'était normal. Mes copines habitaient plus ou moins dans les mêmes appartements, à peu près avec les mêmes décos. Les télés étaient placées à peu près aux mêmes endroits, les grandes bibliothèques étaient placées aux mêmes endroits. Bon, après, chacun avait rajouté des petites décorations particulières, mais c'était assez austère comme décoration intérieure. Mais on était habitués. Le sentiment quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui était comme ça de toute façon. Et le temps que à chaque fois, depuis 30 ans que je retournais tous les étés en Bulgarie, j'avais pendant au moins 10 ans, j'avais une sensation de non-temps, une atemporalité incroyable. C'est-à-dire que les choses n'ont pas bougé pendant des années et c'était figé. Ce béton était figé et permettait cette atemporalité. Mais aujourd'hui, on a construit beaucoup autour, donc maintenant, il fait partie d'une histoire. En fait, ça représente une histoire communiste, ou en tout cas une époque communiste.
suis le fils de Jean Renaudy. Je suis rentré dans son atelier en 1971. Je me suis lancé dans l'urbanisme parce que là, j'y retrouvais justement ces grandes notions de jeu entre les quartiers, de pulsation des énergies dans la ville, des choses comme ça. C'est ça notre métier, c'est de faire quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose qui provoquera des événements qu'on n'a jamais, et des usages qu'on n'a jamais imaginés. Il y a un bâtiment très symbolique, c'était le bâtiment qui représentait le Parti socialiste bulgare, qui est tout en hauteur d'une montagne, où je suis allée pour la première fois, je pense que j'avais 10 ans, et je me rappelle que des escaliers à l'époque, parce qu'il y avait tellement d'escaliers qu'on a monté. Et je suis retournée l'année dernière, et je l'ai vu vraiment d'un autre regard, mais il est complètement délaissé. Maintenant, ils ont commencé à restaurer une partie parce qu'il y a des mosaïques incroyables dedans. Mais c'est vrai que il y a un moment très symbolique. Ça représente la déchéance d'une époque, la déchéance de tout un système politique, mais ça représente aussi, c'est un témoin de cette époque-là. Et ça existait. Que ce soit bien et mal, elle existait. Et en fait, la pensée générale en Bulgarie est qu'on les remplace. Moi, je pense qu'ils ont fait partie d'une époque et je pense qu'on doit les garder. On doit les restaurer, par contre. On doit les restaurer comme une restauration d'époque. Même si, pour certaines, ça représente une période et une époque difficile. Mais cela reste, il reste des témoins d'une époque. Donc pour moi, oui, c'est important. Pour moi, la ville commence à l'intérieur du logement et le logement se projette sur la ville. Donc c'est tout un ensemble malléable que l'architecte doit travailler. Donc quelle est l'architecture et quelle est la ville qu'on peut produire? Un des principes, c'est quand même la question de la mixité fonctionnelle, plutôt que la mixité sociale, parce que la mixité fonctionnelle, elle apporte obligatoirement une mixité sociale. Qu'est-ce que c'est que la mixité fonctionnelle? C'est qu'un bâtiment puisse avoir des commerces, des bureaux et des logements dans un seul grand tout. Si on fait ce mélange fonctionnel, les interactions sociales, elles se produiront. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut favoriser des relations dans un bâtiment? Ça, c'est une chose qu'il a réussi. C'est de dire que de bouger tellement l'intérieur d'un bâtiment que de faire rentrer en fait l'extérieur du bâtiment à l'intérieur et de projeter le logement vers l'extérieur. Pour eux, c'était devenu le droit d'avoir une maison en pleine ville. Vous aviez le métro, le RER, les bus, les supermarchés, et en plus, vous aviez une maison individuelle. Mais vous n'aviez pas une maison individuelle perdue. Vous aviez une maison individuelle avec d'autres gens qui pratiquaient à peu près la même chose, qui ne s'enfermaient pas sur leur terrasse, voilà, on avait tout ça. Même moi, au bout de 35 ans, je m'y perds. Ça, c'est la passerelle dont je vous parlais. De l'autre côté, on va voir le Palacio. Venez. À chaque fois que j'ai fini ma visite ici, et à chaque fois que je regarde de cette vue-là, je trouve magnifique. L'expérience de guide que je fais aujourd'hui, c'est depuis fin 2022, depuis 2023, je suis guide de manière professionnelle avec un statut entrepreneur. Le conseil d'architecture, d'environnement et d'urbanisme du 93, il y en a un dans chaque département, a proposé à la mairie de Noisy-le-Grand et aux bailleurs de financer une formation, suivez les guides, pour qu'une dizaine d'habitants, sur la base du volontariat, aient des notions d'architecture, d'histoire, d'urbanisme et puissent proposer au grand public des visites guidées. Et surtout, c'est bien au-delà des visites architecturales ou historiques, le but de ces visites, c'est d'une part de se réapproprier le lieu où on vit, mais aussi
de transmettre au grand public, ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas le lieu, de leur montrer comment on peut vivre dans une cité emblématique du 93, au-delà des stéréotypes et des préjugés. Ça fonctionne. Le but, c'est de leur montrer comment on vit dans une cité emblématique au quotidien. Et leur faire changer d'avis, c'est qu'on a gagné. Je me suis investi dans le projet des visites entre septembre et octobre 2020 parce que ma mère nous a quittés le 4 septembre 2020. Et le projet des visites est arrivé juste après son décès. Et j'ai sauté à fond dans le projet parce que les visites que je fais chaque samedi, c'est quelque part lui rendre hommage pour tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour nous donner une vie meilleure. Parfois, ce qui tient debout n'est pas le béton, mais les sacrifices qu'il recouvre. C'est de la mémoire figée, des blocs dressés face au temps. Ils ont vu naître les idéologies et les ont regardées mourir. Entre ce que l'on conçoit, ce que l'on perçoit et ce que l'on vit, il y a un monde. Henri Lefebvre nous disait que l'espace n'est jamais neutre. Il est le produit d'une intention, d'un regard et d'un usage. Détruire ou réhabiliter, c'est choisir ce que l'on transmet et ce que l'on préfère taire. Ce que l'on bâtit nous survit, surtout lorsqu'il porte, comme l'héritage brutaliste, la trace visible d'une ambition collective.